Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on décortique, on critique, on donne notre opinion sur l'actualité de la semaine. Et comme à chaque semaine, je suis accompagné d'un panélisme de renommée internationale parce qu'il arrive directement d'Hawaï. Monsieur Jules Simard. Bonjour, Monsieur oui, Simard. C'est toi qui portes la chemise. Ben oui, regardez le beau cadeau que j'ai reçu. Hein? Jules m'a apporté une belle chemise hawaïenne comme je lui avais demandé. Et puis... Mais je dois dire que c'est un pays qui est... tu sais, c'est vraiment différent de nous, là, quand on va à Hawaï. Hein. Ouais. Nous, on est habitués à certains climats, même si ça n'était que sa question du climat. Là-bas, il fait tout le temps chaud et il pleut. OK. Et on pense qu'on s'en va toujours... Le soleil est présent. D'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il y soit tout le temps parce que nous, on y passe. On y passe, certains. Mais c'est vraiment un pays pour se dépayser de chez nous quand on... Ben, c'est pas un pays, hein, c'est un État. C'est un État américain. Oui, c'est ça. Oui, mais on se sent pas aux États-Unis. Ça, c'est ça que tu veux dire. Oui, il y a ça. Par ailleurs, est-ce que tu as... Ben, où on se sent aux États-Unis, c'est parce que on a... tu es en nord-américain, la langue est exclusivement anglophone, mais les gens à Hawaï, les Hawaïens eux-mêmes, sont des gens excessivement affables. Même si, on le sait, leur économie, c'est fondamentalement le tourisme. OK? Donc, quand tu rencontres un touriste, tu es affable ou enfin très accueillant. Mais on voit que c'est pas forcé. On voit que c'est naturel chez les gens et ils sont très réceptifs à une marque d'attention aussi que tu vas leur porter, toi, comme touriste. Ils sont très réceptifs à ça. Et, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, culturellement parlant, de voir au niveau de... Je suis allé visiter, entre autres, un musée à un moment donné et la conservatrice du musée était présente. Et lorsqu'on a eu fini la rencontre, elle nous demande si on a apprécié, puis des choses comme ça. Et tu lui dis que tu viens du Québec. Et là, tu vois, les gens, même si moi, je parle pas beaucoup anglais, là, mais elles sont très réceptives à ce que tu leur dis et à ce que toi aussi tu apportes. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça intéressant pour cela. Non, mais... Parce que, moi, je dois dire que les plages et moi, ce n'est malheureusement pas ma tasse de thé. T'as pas fait de surf? Oui, je me suis baigné les fesses dans le Pacifique. Je pense qu'on peut pas passer à côté. Génial! Ben, en tout cas, c'est notre saison de voyage, parce que moi, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je serai à Moscou pour la semaine. Donc, on devrait avoir des poupées russes comme cadeau. Oui, c'est ça? On va vous les amener mercredi dans 2 semaines. Mais on va se lancer dans notre actualité de la semaine. On a pas mal d'affaires. Campagne électorale fédérale. On va toujours voter le 21 octobre prochain. Comment, toi, tu as analysé la dernière semaine? Je dois dire que ça a été un peu plus difficile parce que je n'avais pas nécessairement d'informations directes à ce moment-là. J'ai pu voir certaines entrevues de chefs qui ont été particulièrement mis de l'avant. Parce que moi, quand je suis parti, c'était la campagne électorale des déguisements. Là, j'ai pas, au niveau des grands débats particulièrement, j'ai pas pu voir qu'est-ce qu'il en était, si ce n'est que, la question agricole semble être revenue à tout le moins pour la région dans au niveau du débat proprement dit. Est-ce que c'est revenu à 2 niveaux, l'agriculture? Je te dirais, oui, au niveau de la gestion de l'offre, les compensations, etc., mais aussi pour les producteurs de porc et de bœuf canadiens. Parce que le marché chinois est fermé là, depuis l'histoire de la... je me rappelle pas du nom de la madame qui est enfermée au Canada. Mais donc, c'est 500 millions de marchés qui maintenant profitent aux Argentins, à des gens d'ailleurs. Et là, les agriculteurs, les producteurs porcins du Québec et de bœuf canadiens sont là, commencent à mettre de la pression au niveau du gouvernement. Et puis, il y a beaucoup de questions, mais il y a peu de réponses, j'ai l'impression. Est-ce que la question environnementale est revenue aussi sur le débat au niveau de la dernière semaine? Je te parle au niveau général, pas oui, elle s'est beaucoup invitée, en fait, avec ce qu'on a eu, la Marche pour la planète le 27 septembre.
qui coûte 500 000 personnes à Montréal, des manifestations un peu partout. Ouais. Il y en a eu, écoute, en Ouganda, il y en a eu partout dans le monde. Bon. Puis, donc, ça s'invite, veux pas, dans la campagne électorale. Là, il y a des trucs un peu drôles qui sont passés. Par exemple, là, Justin Trudeau qui va à la marche. Ben oui, mais là, en même temps, il se fait dire, attends, là, t'es-tu pour, t'es-tu contre? Là? Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a même un slogan très drôle qui disait, même Justin Trudeau est venu manifester contre Justin Trudeau. Après ça, ben, tous les partis étaient là, étaient présents pour la marche, sauf le Parti conservateur. Puis le Parti populaire du Canada, qui ont, je pense, malgré que le Parti conservateur a clairement une plateforme environnementale. Oui. D'ailleurs, hein, ça avait fait l'objet pendant, si ma mémoire m'est fidèle, c'était en juin ou juillet, qui avait lancé au Québec ce plan environnemental. Qui est pas, qui me semble correct, mais qui va pas très loin, en fait. On est beaucoup sur les nouvelles technologies, donc on est encore un peu dans dire comment on peut régler les problèmes que le réchauffement climatique va nous amener plutôt que de comment pas subir de réchauffement les avoir, climatique. ouais, c'est ça. Donc, mais c'est une position qui va aussi avec le Parti conservateur. On a aussi cette semaine le premier débat en français à Qui va TVA. sonner. Oui. À quoi tu t'attends, toi, des participants? Quel rôle ils ont à jouer? Quelle carte ils ont à jouer, en fait, dans un débat comme ça? Je dois dire que tout dépend des questions qui sont posées et des sujets, même si on était au niveau des sujets, En général, des questions. dans les débats, peu importe les questions, ils disent rien que ce qu'ils veulent, pareil. Oui, non, cet élément-là, mais tu comprends, ça permet de pouvoir amener le sujet ou la préoccupation, plus particulièrement, des partis politiques à ce moment-ci, et par leur chef et leur porte-parole sur les thèmes qui sont abordés. Tu sais, il veut dire, quand tu parles du thème de l'économie, c'est très large, et tu penses... Mais par contre, il y a peut-être une préoccupation du parti ou du représentant de ce parti-là qui peut être amené et qui peut faire pencher là, la balance en se disant « Ah, ben oui, c'est ce qu'il y en a. » Mais je discutais avec un politicologue et politicien tout à l'heure, soit avec Denis Trottier, qui disait que ce qui est un peu dommage dans les campagnes électorales modernes, ou enfin, tu as vécu dans les dernières années, c'est qu'on a on fait peu rêver les électeurs et les électrices. On a peu de projets réels de société. On a un programme qui contient des mesures pour répondre à des problématiques qui sont de courte durée, dans beaucoup de cas. Et très peu ont une vision long terme de ce que ça pourrait nous amener. Or, quand tu te ramasses devant un débat, tu as aussi cette difficulté-là de pouvoir voir, tu sais, veut dire, tel chef ou tel chef-là me fait rêver ma porte parce que la façon dont elle en a parlé, on voit que c'est une vision, c'est d'amener collectivement, nous amener quelque part. Et ça, on le peut. Et la question des débats télévisés fait en sorte que aussi, étant limité par le temps, ça fait en sorte que tu ne peux pas être... Tu sais, ben, par exemple là, on s'est posé une question et bon, je suis parti. Oui, c'est ça. Sauf que dans un débat, ça ne se peut pas. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la formule des débats actuels où, premièrement, on répond rarement aux questions. Hein, on sort la cassette, après ça, on s'insulte. Puis campagne très négative, là, on cherche... on essaie d'expliquer pourquoi les autres sont pas bons plutôt que de valoriser ce qu'on est. Puis dans les débats, ben c'est ça. C'est un peu là, qui a le plus gros pénis. Là. Puis je m'excuse là, si je vous ai choqué, mais j'ai l'impression que c'est du chamaillage scolaire. On se crie qui parle le plus fort, qui coupe la parole. Il faut être fort, mais pas agressif. Et là, on sent... J'ai hâte de voir aussi, dans le débat en français, il y a un autre enjeu, c'est la langue, hein, parce que Andrew Scheer, Jack Minson, c'est pas non plus... Ça peut être difficile, contrairement aux deux autres. Justin Trudeau aussi a l'expérience, parce qu'il a déjà fait de la campagne avant, donc ça peut peut-être l'aider. Puis M. Blanchet, ben lui, c'est sûr qu'il va sûrement se démarquer. C'est un bon débatteur, là, aussi. Oui, puis il a travaillé à la télé, il était commentateur, analyste, donc il y a une certaine assurance à ce niveau-là. Là. Qui peut être favorable pour le faire ressortir du groupe à ce moment-là.
Je dois dire aussi que sur la formule des débats, ce n'est souvent... C'est un spectacle. Oui. OK? Or, on a la personnalité, des chefs fait en sorte que tu peux, oui, ressortir, ou peu importe le contenu. Je pense qu'on oublie fondamentalement que la politique, ce n'est pas juste une personnalité. Non. La politique, c'est amener des concepts, des idées, des projets qui vont faire en sorte que, collectivement, nous allons nous sentir mieux ou nous allons être meilleurs collectivement sur on parle de l'enjeu de l'environnement qu'on peut être. Alors, tu comprends que ça, le débat représente peu l'occasion de le faire parce que on fait moins de politique que d'un spectacle d'individus qui se parlent. Mais moi, j'ai hâte qu'on change ces formules de débat-là ou que, par exemple, la personne qui va poser une question en économie soit un économiste là, chevronné et que le politicien qui va y répondre ne pourra pas lui dire n'importe quoi parce qu'il va pouvoir se refaire mettre à l'ordre. Mais par contre, ce que tu fais là, c'est que moi, je pense qu'on rendrait trop élitiste la politique. La politique, c'est une affaire... Moi puis toi, là, qui ne sont pas des économistes, ça ne nous empêche pas de pouvoir parler d'économie. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il faut, je pense qu'il faut le vulgariser, mais c'est parce que là, on n'a pas d'informations dans un débat. On a juste On a du commentaire. Ouais. Du commentaire, une position, ou encore, comme on dit souvent de fois, une cassette qui nous permet de dire, bien, sur tel sujet, c'est ce qu'il faut dire. On essaye de ne pas en ressortir trop. Ça, c'est vraiment le problème c'est un problème de communication de ce qu'est une société et de l'amener quelque part. Ça va... Je pense que ça va toujours rester. C'est pour ça que ce sur quoi les gens retiennent, les lecteurs ou les lectrices retiennent davantage, c'est vraiment la position, pas la position, mais la façon dont l'individu qui a été présenté, qui a répondu à ce qui a été agressé. Ces images-là restent. Jusqu'à quel point cela va influencer le vote, par ailleurs, et c'est là qu'il faut le regarder, ça peut, oui, tu vois, tu sais, je vois René Lévesque en train de faire un débat, peu importe contre qui il le faisait. Il y avait une façon, René Lévesque, de présenter. Trudeau avait la même affaire. De vulgariser, d'avoir des mots forts, des orateurs hors pair. Tu sais, ça, là, ça tenait compte et ça pouvait avoir une influence. On est loin du compte. Oui, de par ce que nous avons là. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, on est dans un débat en français où il y a des participants dont ce n'est pas la langue de base, donc ça va pouvoir jouer. Je pense que tout le monde se dit Andrew Scheer ne pourra pas gagner ce débat-là. Ça dépend. Il y a de moins en moins de gagnants de débat. Moi, je pense que la dernière fois où un débat a été clairement gagné, c'est avec Bernard Landry et Jean Charest. Où là, Jean Charest, ça avait vraiment été un tournant dans la campagne électorale. Exactement. Mais depuis ce débat-là, les débats sont un peu pitoyables, je m'excuse. Oui, c'est ça. C'est qu'on voit que les formules sont... Tu sais, je voudrais revenir... On avait fait la dernière campagne électorale ici. On va peut-être en reparler, là, mais on avait fait un débat. Hein, oui. On en refait un, 8 octobre. Et la formule utilisée permettait, sur une question dont il t'avait été soumise, de pouvoir amener une réponse et il y avait peu d'échanges entre les candidats. Dans un sens, là, ça permet... cette formule-là à un individu qui se présente de dire, ben oui, notre ou ma position sur tel et tel sur le sujet en question, c'est celle-là. Oui, tu vas donner une ligne cassette, mais au moins tu informes.
Tu informes. Ce qu'un débat ne pouvait peut-être pas permettre. Le problème, c'est que c'est pas tellement un débat rendu là. Non, ce n'est plus un débat par ailleurs. C'est vraiment... Mais tu sais, pour débattre, ça prend des arguments pragmatiques. Exact. Donc, ça. Maintenant, on veut dire, écoute... On fait trop appel à l'émotion. C'est comme là il y en a un qui va se présenter au niveau du débat, d'un débat qui va se présenter ici encore à la télévision. On va être quoi? 6 candidats ou candidates. Tu comprends? Tu ne peux pas, en 2 heures, si tu veux t'exprimer un peu, si tu calcules les minutes de chacun octroyées sur des sujets, tu ne peux pas te permettre non plus qu'il y ait de la chicane pour faire de la chicane. D'ailleurs, un débat est souvent de fois considéré comme étant quelque chose où on a à se coltailler, ce qui n'est pas nécessairement le cas, OK? Non, mais c'est pas toujours à ton avantage. Exactement. On peut avoir la possibilité d'émettre son opinion ou sa façon de voir. Parce qu'on a un qu'à penser à Jean-François Lisée dans la campagne provinciale. C'est là où tout s'est écroulé, là, parce que là, il était devenu agressif, les gens n'ont pas aimé ça. Oui, d'ailleurs, c'est ça. Hein, on organise le débat. Ça sera diffusé sur le web 8 octobre prochain. Manquez pas ça. Ça va vraiment être intéressant de voir ce que les candidats ont proposé. J'espère pour le comté Lac-Saint-Jean. Parce que moi, ce que je trouve triste aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans des campagnes de chefs. Donc, des campagnes sur la plateforme canadienne. Mais mon Dieu, il y a pas mal une différence entre Yellowknife et Dolbeau-Mistassini sur qu'est-ce qu'on a les problématiques. Et j'ai vraiment hâte d'entendre des positions claires et des propositions claires pour le comté de chaque candidat. Parce que là, on est beaucoup sur les lignes de parti. Je ne sais pas si tu as cette impression-là. Je te dirais que à une élection fédérale, les préoccupations locales sont souvent de fois loin. Ouais. Demande à un électeur qui n'est pas aux prises avec un problème d'assurance chômage, demande-y, c'est quoi que le gouvernement fédéral doit faire pour toi? Tu sais, pour te permettre, dans ta municipalité ou dans ton coin de pays, de pouvoir être mieux socialement. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Tu vas peut-être avoir, comme je te dis, enlève le problème du... Si tu es un agriculteur, tu vas, oui, avoir une réponse à donner. C'est quelque chose qui touche directement. Exactement. Maintenant, les préoccupations... La problématique de la Chine actuellement diplomatique avec le Canada, ce qui est de référence de politique constitutionnellement accordée au fédéral, si tu n'as pas... Si tu n'es pas un producteur de porc, si tu n'es pas un producteur de canola, si tu n'es pas un producteur agricole, tu auras peut-être peu de difficultés. Ça te dérangerait pas. Ça te dérangerait moins. OK? Donc, la préoccupation est peut-être plus loin. C'est pour ça que je pense que un des problèmes que l'on a lors des campagnes électorales, et même nous, là, demain matin, on fait un débat local. Oui, nous allons avoir des préoccupations et des questions qui se rapportent fort probablement, mais peut-être que tous les candidats ne pourront pas avoir une position parce que son parti ne l'a pas. Personnellement, ils pourraient l'amener. Est-ce qu'ils vont l'amener? Ça, c'est autre chose. Je vais t'amener un exemple. Si demain matin, puis on va revenir, disons, à la campagne électorale au mois de décembre dernier qui s'est faite ici dans le comté, si tu n'avais pas... Si le candidat du Parti québécois aurait voulu dire, bon, ben écoute, moi, là, au lieu, c'est pas de prendre le pouvoir ou ça ne peut être dans l'opposition, il aurait été dans l'opposition, de tenir son discours, aurait été, si vous m'élisez, OK, moi, là, sur ce sujet-là, je pense que la question de l'indépendance du Québec nous permettrait d'amener tel et tel élément de solution. Et si on m'élit, ben moi, c'est ce que je veux aller défendre comme idée à l'Assemblée nationale. Mais au lieu de dire, bon, ben notre parti sur cette question-là est, oui, est environnementaliste, nous aurons donc une préoccupation environnementale qui est relative à cela. Mais c'est pas ça le vrai sujet. OK, le vrai sujet de la campagne électorale, si je suis sur le du Parti québécois, c'est d'amener l'idée, bon, bien, écoutez, je pense que l'indépendance du Québec pourrait aider à faire ça. Tu as le même phénomène aussi sur les préoccupations locales qui vont être amenées demain matin lors du débat. On va fort probablement avoir des questions. On peut s'attendre à avoir
peut-être des réponses qui sont dans le livre des programmes, mais individuellement, je pense que ça peut peut-être... Tu sais, demande à Richard, eh bien, c'est quoi la position sur le mode agricole? Il a certainement déjà posé la question, d'ailleurs, dans le cadre des émissions qu'on a eu à faire. Richard va avoir tendance à répondre ce que le Parti libéral a à répondre. Mais c'est un peu ça pour tous les partis. T'sais. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que les débats deviennent à ce moment-là des positions de parti, beaucoup plus aussi que des positions individuelles. La façon dont tu vas le rendre, c'est là que tu peux peut-être te démarquer, parce que si tu parles de cela avec, qu'on le veuille ou non, il y a un élément d'affectivité ou de sentiment qui entre. Si tu parles de ça avec chaleur, ben tu vas peut-être être en mesure de répondre davantage à aider les gens à te confier. Mais le problème que j'ai, c'est que notre système électoral en ce moment, là, parce qu'il n'a pas été changé, même si on nous l'avait promis, fait que tu votes pour le meilleur candidat dans ton comté. Oui. Mais on fait des campagnes... Non, mais nationales. On fait des campagnes nationales, des campagnes de chefs, des campagnes de partis. Mais techniquement, ton vote, il va à un candidat. Et c'est le chef du parti qui a fait élire le plus de candidats. Mais, tu sais, donc on devrait avoir un intérêt à ce qui se passe chez nous. Les candidats devraient avoir des propositions claires pour qu'est-ce qu'ils veulent changer chez nous. Puis c'est pour ça qu'ils devraient mériter notre vote. Parce que là, moi, je veux dire, que tu veuilles faire de quoi dans Burnaby Sud ou dans tu sais, Westmount, pour vrai, je m'en fous. Oui, oui. Cet élément-là des partis politiques, c'est parce que je reviens encore malheureusement à l'élection au Québec qui s'était passée, où est-ce que, tu sais, je veux dire, la première élection générale que nous avons faite, les électeurs du comté de Roberval ont très bien répondu à tes questions. Hein. Ils ont voté en deuxième, en premier. On disait, on ne mettra pas nous dehors le premier ministre. Hein? Pour ça, j'ai toujours dit que c'était une forme de vote de reconnaissance qui avait été accordée. Mais en deuxième, on a voté pour une CAQ. On a voté pour la CAQ, oui. Mais comme candidat ou candidate, comme tu disais, on a voté pour quelqu'un qui n'était pas d'ici, qui était une photographie. Une personne sur une photographie. Il est arrivé deuxième. On a fait quoi? On a fait très exactement ce que tu viens de souligner, c'est-à-dire qu'on n'a pas voté pour un candidat ou une candidate pour nous représenter à l'Assemblée nationale. On a voté pour un parti. On a voté pour un parti qu'on pensait... Mais moi, je pense qu'il faut changer le mode de scrutin à cause de ça, parce que ça ne reflète pas le bon caractère du vote. T'sais. Avec une proportionnelle mixte, on pourrait voter pour le meilleur candidat et aussi voter pour l'idéologie nationale ou provinciale qui nous intéresse. T'sais. On pourrait faire le choix de dire, moi, je trouve que le meilleur candidat, là, mettons, je recule il y a 10 ans, je peux faire, moi, je suis prêt à voter pour Denis Lebel, candidat conservateur, parce que je trouve que c'est le meilleur candidat, mais voter NPD parce que leur idée, globalement, représente plus mes valeurs. Fait que là, on aurait une représentation géographique intéressante, puis on aurait une idéologie nationale, donc vers où on veut envoyer l'État. Là. Moi, où j'éprouve une difficulté avec ce que tu avances, puis je te dis pas que ce n'est pas la solution. Bien, il n'y a pas de système parfait de toute façon, exact. On est d'accord. C'est ça. C'est dans le fonctionnement de ton Assemblée nationale ou de ta Chambre des communes. C'est dans le fonctionnement. Et dans la prise de votation, on va être en mesure de pouvoir dire, oui, et voilà, nous nous entendons à majorité pour que ce soit cette position-là qui soit retenue et où le gouvernement doit aller. Plus tu vas mettre de monde et plus tu vas mettre d'idéologie, plus tu vas répartir ton vote. Et si ton vote est comme actuellement, OK, avec 18 % de l'électorat qui vont voter pour toi dans une élection où est-ce que tu as rien que 30 % des gens qui sont allés voter, t'es élu. C'est quoi ta légitimité? Ah, mais là, la légitimité, c'est quoi? Je veux dire, il y a plus de gens qui ont voté contre la CAQ que pour la CAQ, là. C'est ça. Mais la légitimité, c'est toujours le grand problème. Mais pour avoir une vraie légitimité... Puis de toute façon, il faudrait voir. Il n'y a pas de système parfait, mais moi, je pense que une légitimité géographique, c'est important d'avoir des représentants géographiques, là. Oui. Donc, sur le terrain. Mais aussi, je pense que, tu sais, séparer le fait du représentant géographique avec la position idéologique,
C'est selon moi l'intérêt. Moi, en fait, moi, je parle beaucoup du modèle allemand qui fonctionne très bien. Ça fait des gouvernements minoritaires, mais ils savent gérer des gouvernements minoritaires, des gouvernements de coalition qui travaillent ensemble. Ils sont obligés de se parler puis de s'écouter pour avancer. Moi, il me semble que c'est ça, la démocratie. Oui, et c'est une façon de faire en sorte que la notion de débat devient beaucoup plus la recherche d'un consensus. On l'a, nous, dans les pratiques d'Autochtones ici. Oui. Où est-ce que c'est le consensus qui doit se faire et pour pouvoir devenir collectivement la décision. Et on aurait peut-être à apprendre de cette chose-là aussi. Peut-être. On a fait le tour. C'est le fun, mais on aurait pu en parler longtemps. On pourrait en parler juste de ça, mais on a plein d'autres sujets dont on veut vous parler. On part en pause et on vous revient dans 2 minutes avec la suite de l'émission. À tout de suite! Épargne Placement Québec présente le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous. On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Épargne Placement Québec présente le risque selon Renault. Renault a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à 2 mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renault n'a pris aucun risque. Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renault bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Moi. Je travaille en français. Moi, Je travaille en français. Moi, je travaille en français. Moi, je travaille en français. Et on est de retour. Et là, on va s'en aller sur l'actualité régionale. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé chez nous. Écoute, il va y avoir une nouvelle formation en management de l'hôtellerie et de la restauration avec une perspective de développement durable qui va commencer le 15 octobre. Le 15 octobre à Dolbeau-Mistassini. Oui. C'est ça? C'est quoi ça, ce projet-là? En fait, c'est un projet qui est mené par le Cégep de Saint-Félicien et par des hôteliers du secteur, en participation aussi avec des hôteliers du secteur, au niveau du management, donc orienté sur la pratique
tant au niveau de l'hébergement qu'au niveau de la restauration, sur ce qu'on appelle du développement durable, c'est-à-dire l'utilisation de produits, entre autres, si je parle au niveau de la restauration, de produits qui sont locaux, qui sont fabriqués chez nous, donc une empreinte écologique. Donc, comment gérer et en arriver que ton hôtel ou ton restaurant puisse correspondre à ces éléments de critères-là. Et ça va être donné ici au tournant, OK, au restaurant. Là. Au restaurant, il y a l'organisation du marché qui a été mis de l'avant par le tournant. De même que l'hôtel... j'allais dire le bonnet rouge. Ça existe plus. Ça n'existe plus. Ça dénote, en tout cas. Le motel Chute des Pères et ici le motel La Diligence. Alors, ces institutions-là se sont dit, on a besoin d'un personnel qui va être axé là-dessus pour assurer un management versus le développement durable. Alors, c'est ici, à Dolbeau-Mistassini, que ça se donne. Et on dit qu'au niveau du cégep de Saint-Félicien, ce qu'on souligne, c'est qu'il y a aussi, avec au cégep d'Alma, la question du développement durable, aussi, disons, impayant. Or, il y a aussi du personnel enseignant qui va venir de cette institution-là pour nous présenter. Je trouve ça intéressant. Pas juste sur la question, développement durable. Ce que je trouve intéressant, c'est que le seul milieu dans la région où il n'y a pas d'institution scolaire post-secondaire, on est capable aussi de se tenir ensemble et de pouvoir avoir une formation de type de ce type-là qui est en dehors de la formation secondaire qui est numéro 1 aussi. Là. Mais ça nous permet donc d'aller chercher d'autres expertises aussi, de développer en lien avec le milieu. Là. Et on est capable de pouvoir le faire sans avoir un rôle officiel donné par l'institution directement. Ça nous permet... C'est un retour d'ascenseur sur quand on a perdu le cégep de Dolbeau. Hey, savais-tu que Wow est déménagé à Sainte-Jeanne-d'Arc? Semblerait-il, j'ai vu ça. Ben là, je fais un peu des blagues avec ça, mais on sait que le festival Western de Dolbeau n'existe plus depuis quelques années. Mais il y aura un nouveau festival country qui va commencer à Sainte-Jeanne-d'Arc. Fan de country, toi? Oui et non. Il y en a, je vais l'écouter. Il n'y en a pas, c'est correct. Okay. Mais veut dire quelqu'un qui veut avoir cet élément-là je ne sais pas, je n'ai pas vu le programme qu'on veut mettre là. Non, mais je pense que c'est embryonnaire. C'est le concept. Si c'est strictement de type musical ou des choses comme ça, là, il peut peut-être y avoir aussi comme le festival du cowboy à Chambord. Oui, il doit y avoir des compétitions, des trucs. L'aspect équestre est présent. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça fait. Ça nous amène à se dire qu'en termes d'activité touristique. C'est le fun pour Sainte-Jeanne-d'Arc, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu. Exact. Dans la MRC de Maria-Chapdelaine, ça représente quand même, je pense, un plus. Même si ça n'est peut-être, culturellement parlant, ça n'est peut-être pas notre culture de base. Là. Quand je parle de culture, naturellement, je parle en termes d'organisation sociale, là, et non pas de la culture agricole, de l'agriculture. Mais en termes culturels, si on veut avoir un endroit où il va être axé sur le développement du country, donc de cette culture country, c'est fort probablement, il pourrait se tenir dans une petite municipalité. Oui, ça crée un élément rassembleur. Représente exactement aller chercher des gens de l'extérieur qui une vont façon, venir. c'est-à-dire qu'on peut, dans une petite municipalité, faire un événement d'envergure et le réaliser comme on oui, puis si les gens participent. Puis là, Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est très dynamique. C'est un milieu très dynamique. Fait que, non, c'est numéro 1 qu'il y ait des festivals ou de ce genre d'activités-là. Oui, je suis parfaitement d'accord. Le lien routier, la réfection du lien routier entre Normandin et la Dorée serait considérée comme une priorité.
On aurait su ça donc pour le gouvernement. Parle-moi de l'importance de ce lien routier-là. Parce que peu de gens, on le connaît, mais je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais avant, je veux dire, les gens qui passaient du secteur du Géant à vouloir monter à Chibougamau, il fallait qu'ils fassent le détour par Saint-Félicien. Maintenant, ils peuvent passer directement. Tu sais, au départ, ce lien routier, et plus particulièrement la question du pont. Oui. OK? On sait que ça a été fait au cours des années 80 où on a eu, on a eu dans le temps la possibilité de dire quand on transportait le bois de Girardville à l'usine, les copeaux, ça faisait tout. Donc, avec ce rang-là, on pouvait être en mesure, en utilisant, de le faire. Ça a été fait, donc, par la compagnie et par les deux municipalités qui ont investi localement pour pouvoir le faire. En 2002, je participais, moi, à la Chambre des commerces à Normandin. On avait participé à la réalisation d'une étude qui nous permettait de dire, écoutez, nous, là, comme municipalité, La Dorée et Normandin, de faire l'entretien et du pont et de la route, là. Ça nous coûte les yeux de la tête et comme on n'est pas en mesure de donner un entretien peut-être comme on faudrait qu'on le donne, eh bien, on se ramasse avec des détériorations. Et depuis 1993, je pense, on avait au Québec, le ministère des Transports ne finançait plus du tout l'entretien des routes secondaires. Okay. Et même si on était... pour pouvoir se conserver, c'est la question des routes collectrices. Or, on n'était pas capable de faire reconnaître cette route-là comme étant une route collectrice, même si elle en était une. Oui, clairement. Et on n'était pas non plus en mesure de pouvoir dire, ben, le pont, là, peut-être que si on y mettait une couche ou deux d'amour, ça ferait peut-être en sorte qu'il serait encore davantage sécuritaire. Or, on avait fait réaliser, entre autres, une étude qui démontrait que pendant l'été, au cours de l'été, cette route-là était encore plus achalandée que la route qui descend de la 173, je pense, qui descend de Chibougamau à La Dorée. Ouais. Était plus achalandée que cette route-là. Or, on avait dit au ministère, écoutez, prenez donc en charge la route. Aidez-nous et aidez à faire un entretien. Je sais que ça a été passé, je me souviens pas trop en quelle année, mais ça a été passé, donc le ministère a enfin accepté de prendre une partie de la facture sous sa charge. Or, aujourd'hui, on en est encore là, à se dire, non pas à avoir la reconnaissance du ministère, mais de faire en sorte que le lien routier, qui est un lien qui est très, très, très achalandé, pas injuste économiquement parlant par du transport lourd, qui est le transport des billes de bois en particulier, mais qui est aussi utilisé beaucoup pour faciliter le transfert désengorger aussi de tout le secteur d'ici qui s'en va à Chibougamau, qui s'en va donc en Abitibi. Alors ça, là, ça permet de faire en sorte que ce lien routier-là, oui, doit être aménagé adéquatement et on doit avoir un entretien. Il ne faut pas oublier que tu as du transport très lourd qui passe là-dessus. Ouais. Tu sais, je vais juste revenir quelques secondes à Hawaï. Sais-tu qu'est-ce qui m'a frappé aussi? Non. Oui, tu vois, on voyage beaucoup sur les autoroutes. Hey, les autres, là, sont pas pris avec ça l'hiver, hein? Ils sont pas pris avec ça, du calcium sur la route, hein? Hey, les routes, là, tu vois que ça n'a pas été construit d'hier. On dirait qu'il n'y a pas de réparation qui se fait dessus. Quand il se construit une route, tu pourras en avoir une nouvelle. Ouais, et non pas pour faire l'entretien. Fait que tu n'as pas vu de cône orange. Non, j'en ai vu quelques-uns, mais on n'a pas besoin d'y passer dessus parce que c'était des nouvelles constructions. Ce que je voulais dire, c'est que... Et j'ai constaté qu'il y avait peu aussi de transport lourd, comme nous, avec les vannes, comme on dit, qui se promènent. C'est le royaume du eux transport lourd, autres, OK, ça fait des ornières dans la route. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu n'as pas été
l'adorer en passant par ici et en passant par cette route-là. Même... Les ornières, ils sont là. OK? Bien, c'est le transport lourd qui occasionne ça. Alors, je pense qu'une meilleure gestion et la restauration, donc, de cette route-là est plus que nécessaire à ce moment-ci. Et il faut, content de voir qu'il puisse y avoir une priorité qui est donnée à cela, parce que le transport dans ce secteur-là, c'est important. Puis à partir de là, je vais faire du pouce sur ma prochaine nouvelle. Le ministère, il y a comme une étude, et le ministère du Transport du Québec serait incapable d'empêcher la détérioration du réseau routier parce qu'il manque d'expertise. Il n'y a pas un devis actuel de l'état des choses. Et il y a un manque de main-d'œuvre aussi dans le domaine de la construction. Donc, est-ce qu'il y a un danger pour les routes du Québec? Tu sais, on parle de cette route-là, mais partout au Québec, il y a beaucoup de réflexions. On ne veut pas revivre un belvédère de la Concorde, là, comme, pas un belvédère, mais un échangeur, là, comme ça s'était passé il y a quelques années. Là. Oui. Quel constat on doit faire du gouvernement? Où le problème? Il part d'où? Là? Parce que là, aujourd'hui, on dirait qu'on se réveille en disant on ne sera jamais capable de mettre nos routes aux normes parce qu'on manque de monde, on n'a plus la bonne expertise, puis on n'est même pas capable, on n'a même pas l'état réel des routes. Puis à Saguenay, on fait le décompte il y a quelques semaines, c'est pas quelques mois, puis on arrivait au même constat on manque d'informations sur l'état du réseau routier parce qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs, il n'y a pas assez de gens qui vont voir. Fait qu'on patch ce qui est dangereux, si tu veux, mais on n'a pas on ne sera jamais capable d'en venir à bout. Qu'est-ce qu'on devrait faire, selon toi? Je ne sais pas là-dessus. Par contre, je pense qu'il faut tenir compte sur l'état de situation de notre réseau routier. Je sais que à la fin des années, au tournant de l'an 2000, il y avait eu quand même au niveau du gouvernement, dans le temps, on avait mis de l'avant des projets au niveau de l'entretien de réseau routier où on avait réinjecté des sommes endettées pour le faire, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un réseau routier où on pouvait circuler sans briser ton véhicule. OK? C'est déjà, on s'attend, c'est le minimum. C'est ça. Bon, ça va amener, oui, l'avancement sur certains, mais effectivement, l'absence du portrait réel sur c'est quoi le réseau routier, je pense qu'on l'a tout globalement par parcelle. Ouais, on n'a pas de plan global. Mais le ministère a peut-être pas eu l'occasion, effectivement, de mettre ça en commun. Finir son casse-tête. De mettre ça en commun, justement, puis de se dire, bon, ben oui, tel et tel. Parce que ce qui peut arriver, c'est que oui, quand tu fais le portrait, peut-être que quand il est prêt, ben là, la route qui n'était pas détériorée est rendue trop grave. C'est pour ça que tu as un peu... Mais c'est ça l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a pas de vision à long terme. On a des... Ah là, ce qui est dangereux, tu sais, on est en train de patcher, là, on y va au cas par cas, là. Exact. Mais on a toujours existé de même. Quand tu cries, OK? Quand ton véhicule, ça fait 4 fois que tu changes la suspension, puis là, tu le cries, ben là, tu te dis, écoute, là, la faute, c'est pas injuste de moi, là, puis le conducteur, là, c'est la route là, qui fait ça. Or, ce phénomène-là, quand tu criais, ben là, ça devenait une priorité. Puis quand tu cries plus, ben c'est parce que tu es capable de rouler encore dessus. Ce type de gestion-là, je pense qu'avec tous les moyens modernes que l'on a, on devrait peut-être s'orienter sur davantage de se dire, bon, ben, on fait un suivi. Et on fait un suivi sur notre état routier. Si on faisait juste une question d'un suivi continu, fort probablement que nous pourrions réussir à avoir un portrait un peu plus global au lieu de juste répondre aux urgences. Oui, aux urgences. Abolition des commissions scolaires. Le gouvernement a déposé un projet de loi pour abolir les commissions scolaires. C'était une promesse électorale. Hein? François Legault a de l'air d'être obsédé par ses promesses là, parce qu'il veut les respecter. Ben, en même temps, il a été élu parce qu'il a promis des choses. Donc, de le faire. Donc, abolition des commissions scolaires, bonne, mauvaise chose? Est-ce que tu as regardé j'ai vu le plan d'organisation? J'ai vu un peu ce qu'on voulait en faire, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que les orientations de développement du milieu scolaire se fassent à partir des institutions, donc des écoles, plus que d'un regroupement d'écoles où est-ce qu'on décide de faire. Ce que ça peut amener,
Bon, l'abolition en soi là, de la commission scolaire, des commissions scolaires, moi, ce que je trouve dommage avec ça, c'est que le milieu local ou semi-régional, là, avec les territoires des commissions scolaires, avec le très peu d'argent que tu avais à gérer, parce que plus que le 3/4, 90 de ton argent venait du ministère, mais à tout le moins, ça te permettait que localement, nous pouvions déterminer certains types de priorités au niveau des interventions et on avait l'impression d'avoir une forme de pouvoir un petit peu plus local là-dessus. Là, ce que tu vas faire, c'est qu'on a 22 écoles. Tu vas avoir 22 conseils d'établissement qui vont avoir et à gérer et à déterminer, que ce soit les horaires ou des choses de même, puis de se dire, bon, on aimerait ça avoir tel projet. Mais là, ton tel projet, au lieu de le présenter à la commission qui devait localement dire, OK, c'est correct, nous priorisons une autre. Là, tu vas te ramasser avec combien d'écoles au conseil, au ministère, qui va avoir à se dire, ben, hey, c'est quoi nos projets d'intervention cette année? Donc, tu vas multiplier des pouvoirs locaux de développement. Mais oui, je suis pour la décentralisation. Oui, mais moi, oui, la décentralisation, mais là, tu décentralises quoi? Là, ce que tu vas avoir, c'est un projet local dans lequel tu aimerais intervenir, tu aimerais avoir de l'argent pour le faire. Mais là, au lieu de te défendre devant 60 commissions scolaires pour pouvoir le présenter au ministère, tu vas avoir 3000 écoles. Ouais. Tu vas avoir 3000 institutions qui vont avoir le même type de projet, même si ce n'est pas des projets où jusque-là, on ne discutera peut-être pas de milliards de dollars, hein, parce que je suis dans une école seulement, on va peut-être discuter de centaines de milliers de dollars, mais c'est pas grave. Les centaines de milliers de dollars multipliés par 30 000 pouvoirs, pas décisionnels, mais de consultation puis de ça, c'est le premier élément. Mais je trouve que ça va être peut-être plus difficile. Si on faisait une vraie décentralisation, je vais t'expliquer comment ça fonctionnerait. C'est que le gouvernement arrêterait de dire aux directeurs d'école puis aux directeurs de commission scolaire quoi faire avec l'argent. On donnerait de l'argent au directeur d'école. Il est payé pour son expertise de gestion, mais il dirige rien. Il ne peut pas acheter plus que 100 pièces de ballon parce que dans son budget ballon, il y a 100 pièces. Il ne peut pas aller en prendre ailleurs. Il ne gère rien. Bien, il pourrait qu'il ne gère rien, là, mais tu sais, au niveau de la gestion économique, là, tout est dans des enveloppes cachetées. Avoir une vraie décentralisation, on dirait à tes directeurs d'école, tu as 4 millions pour l'année, on se voit l'année prochaine. Puis là, tu pourrais gérer tes projets décentralisés, proches du monde, proches du milieu, puis gérer ton argent comme tu veux. Et la question de la décentralisation, moi aussi, je suis pour ça. Plus que tu peux le faire. Ce qui va en arriver, et ce qui peut en arriver, c'est que, oui, tu vas devoir donner quand même des programmes uniformes partout au Québec. Oui. Hein? Ça, on est obligé de s'en tenir. Ça, ton enveloppe est là-dessus. Si on me dit c'est le nombre de ballons que j'ai à gérer par la décentralisation, on ne me donne pas grand-chose, mais en tout cas, on me le donne. J'en acheterai 4 au lieu d'en acheter 5, tandis que l'autre à côté. Je pense que la décentralisation, quand on parle d'une véritable décentralisation, il faut que l'on puisse être en mesure, oui, de permettre à un milieu qui se développe d'avoir une image qui lui est propre. OK? Mais au-delà, quand on parle de l'éducation, d'un système d'éducation, je pense qu'il faut qu'on ait aussi un portrait d'ensemble de ce que ça doit être. Est-ce que, oui, sur des pièces et des cents. Alors, tu comprends, si je te donne une enveloppe de 4 millions de dollars, je vais te donner aussi des devoirs. Oui, mais tu vas me permettre de le gérer. Principe de subsidiarité. Là. Plus tu es proche du problème, meilleur tu es pour résoudre la solution. Oui, maintenant, si là, c'est comme là, actuellement. Si je fais je suis dans une école, puis que j'ai le niveau de primaire 1, de maternelle 4 ans à 6e année à gérer, j'ai tant de profs embauchés, dans l'enveloppe, là, il te reste quoi comme décision? Il te reste les ballons.
Ben, les programmes, d'être capable de jouer avec les affaires, comment tu vas aménager les classes, comment tu vas faire, tu sais, tout est réglementé, là, je veux dire, ça devient, c'est assez... Par contre, oui, mais là, ta convention collective là, que tu as gérée, là, Ben, OK, elle est nationale. Je veux pas me faire l'avocat nécessairement, Non, l'avocat mais- du diable. Ce que je dis, c'est que oui, la décentralisation, ça peut être correct. Et s'il y en a un qui déplorait tout à l'heure le fait qu'en abolissant la commission scolaire, on abolit au moins aussi une présence locale dans la gestion, t'as pas injuste. Parce qu'en ce moment, là, c'est des technocrates qui sont à Québec, à Montréal, qui décident pour l'ensemble du Québec, qui ne connaissent pas la réalité du terrain, des jeunes, des milieux socio-économiques, des enfants. Ils gèrent par statistique. Oui, puis là, après ça, c'est du mur à mur. Ça marche pas comme ça. La réalité du Lac-Saint-Jean puis du Saguenay est différente. Imagine la réalité de Dolbeau-Mistassini puis de Westmount. Tu sais, je veux dire, mais on applique la même affaire partout. C'est ça, décentraliser, c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'on est puis de permettre aux gens d'effectuer. Pourquoi on les engage? On les engage parce qu'ils ont une expertise, mais on ne leur fait pas assez confiance qu'on leur dit comment faire. En plus, en tout cas. Non. Tu as un élément intéressant et important, c'est ça qu'il faut essayer de pouvoir conserver. OK? Ouais. Est-ce que le fait d'avoir créé encore davantage de milieux à caractère décisionnel, parce que c'est ça, là, la réforme qu'ils nous proposent par rapport à ce qu'on existait avant, ça va faire en sorte qu'on va l'avoir, ce portrait-là. Je ne le sais pas. J'ose espérer qu'à tout le moins, dans les institutions ou dans les écoles, parce que on ne parle pas nécessairement d'institution, mais comme école, que dans cette école-là, on va pouvoir être en mesure d'amener sa couleur locale davantage par rapport au programme qui se doit de se faire. J'espère que l'on va pouvoir être capable de le faire. Où j'éprouve quand même encore une réserve, c'est l'argent qui est octroyé. Tu sais, qu'on le veuille ou non, la commission scolaire avait un certain pouvoir de taxation sur... là, ça existe Oui, plus. puis là, tu sais, il a organisé les autobus, ces affaires. Il y a beaucoup d'affaires qui géraient quand même les commissions scolaires. Il va falloir que quelqu'un le fasse. Là, on dit que ça reste localement pour pouvoir être en mesure de pouvoir le faire. Maintenant, oui, je vais gérer. On va voir. On multiplie On quand va même parler. certains types de pouvoirs, oui, fort pas mal. D'ailleurs, le débat s'amorce. Oui, c'était déposé hier. Déposé. Et on me disait aussi que, les conseils des commissaires sont maintenant abolis. Alors, on va avoir des gens dans un peu des comités qui vont être dans chacune de ces institutions-là. Au niveau, actuellement, un commissaire d'école, ça se met pas riche. Ça a une petite prestation pour pouvoir être... Là, ça va peut-être du bénévolat. Alors, je vois, toi qui es enseignant, OK, tu vas pouvoir aller siéger, parce que tu vas avoir été nommé pour aller siéger sur le conseil d'administration du cégep de Jonquière. Ouais. Tu vas être nommé pour le... On va dire, bon, OK, tu y vas. Tu as tes frais. OK? Que ça va te coûter en déplacement. Je te dis pas qu'il faut pas faire de bénévolat. Ce que je dis, c'est que quand tu demandes à une organisation... Bon, est-ce que ça, c'est une façon de couper dans le monde de l'éducation? D'ailleurs, je pense qu'on sauve 56 millions, il me semble que j'ai vu, en tout cas. On sauve certainement... Bien, j'espère qu'on va le réinvestir en éducation. Il y a encore beaucoup de manquements criants. Dernier sujet, rapidement. Prochaine promesse de François Legault, c'est de diminuer le salaire des médecins spécialistes. Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'il avait promis ça, puis là, il a engagé le bras de fer là, en disant il faut diminuer votre salaire pour que ça réponde. Parce que, bon... La capacité de payer les contribuables du Québec. Oui, parce qu'ils disent que, bon, les libéraux ont exagéré, ils ont créé une mauvaise entente, etc. Est-ce que tu penses qu'il va réussir facilement, rapidement, ou on va devoir passer par une loi spéciale comme... Oui, je pense que ça va finir à ça, là. Puis ça, c'est pas rien avec eux, hein, parce qu'il y a une négociation avec la fonction publique qui commence aussi. Ça aussi, ça va et brasser. qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Ouais. OK? Je pense que tout le monde s'entendait pour dire que les médecins spécialistes avaient, oui, négocié une entente qui permettait de faire en sorte que les médecins spécialistes pouvaient maintenant se dire « nous avons une rémunération qui est pour nous ».
Mais le cas, la malade, là, la personne qui, elle, le consultait, qui souvent de fois est loin de gagner cet argent-là, elle se dit, bon, mais Colin, il paye-tu trop pour ce qu'il nous donne, puis tout ça. Le débat là-dessus, là, OK, il a, en fin de compte, jamais été fait. Non. Ça doit gagner quoi, un médecin spécialiste? Ça doit gagner quoi, une institution? Puis moi, on n'a pas ça, ça m'énerve ce quand genre on de dit choses-là. oui, mais ailleurs, ils gagnent tant. Ouais, c'est ça. Je veux dire, oui, mais écoute, les profs, les animateurs de télé, ailleurs, ils gagnent tant, puis les camionneurs, puis les chauffeurs de taxi, là, on peut pas faire ça pour tout le monde. À un moment donné, il faut regarder le réalisme de où on est aussi. De la capacité. La capacité, les impôts, des services. Tu sais, je veux dire, vivre au Québec, là, t'as plein d'avantages aussi, là. Nos impôts qu'on paie puis nos taxes, ils servent à quelque chose. Là. On a des mesures. Je pense que ça va finir par une loi spéciale. Une loi spéciale, ça, on ne pourra pas s'entlairer. Deuxièmement, quel va être... Est-ce que tu sais, si demain matin, tu en viens et tu te dis, oui, je te rémunère moins. OK, je te donne un peu moins quand tu rencontres. La personne va dire, bon, ben écoute, si tu me rémunères moins... Moi, au lieu de voir 500 patients là, dans l'année, OK, je suis correct. D'abord, si tu me rémunères moins, je m'en vais en prendre 400, puis le reste du temps, parce qu'il y a quand même de l'argent. Il peut se dire, je vais en avoir 600 pour avoir le même salaire. Oui, mais c'est ce qu'il se dit. Ouais. OK, c'est ce qu'il faut fort probablement se dire. Mais là, à 600, là, OK, il y a encore moins. Lui, il va avoir moins d'argent par tête de pipe rencontrée. Ouais. Et elle va dire non, ben là, moi, non. Je préfère prendre plus de temps à moi. Donc, enfin, moins aussi. Donc, on va avoir encore moins que moins. Mais. Non, on ne sait pas. Mais, au moins, je vais avoir la satisfaction de vivre une vie qui m'est propre et j'en rencontre moins. Ça peut aller à on ne sait pas, ça va être quoi la conséquence. Oui, puis il y a toujours aussi deux types de personnes. Il y a ceux qui font les choses par vocation, puis ceux qui font les choses pour les avantages. Là. On en voit partout, là, tout ça. Puis je juge pas là, de qui vous êtes. Là. Ça m'est arrivé de faire les deux. Là. Des fois, j'aime ça, des fois, c'est parce que c'est bien payé. Non, mais je veux dire, c'est ça. Je ne sais pas. Mais fort pas. Après ça, on n'en reviendra pas à une entente. Moi, je pense pas. Tu penses qu'on va arriver avec une entente avec les fonctionnaires? Les profs, les syndicats, les fonctionnaires? Ça va aussi être dur parce que tu vas avoir... ils ont quand même, dans leur programme aussi, ils indiquaient qu'il fallait réduire la taille de l'État. Donc, si tu réduis la taille de l'État, tu réduis aussi la taille des fonctionnaires. Est-ce que ça va faire en sorte qu'au lieu que tu aies une classe de 18 étudiants, ça va maintenant te prendre des classes de 30 étudiants. On a déjà des classes de 44 étudiants. Exact, c'est ça. Dossier à suivre. Merci beaucoup, M. Simard. Hein? Profitez bien de votre tribune la semaine prochaine, car je ne serai pas là. Je serai à Moscou, je vous l'étudie. Un rêve de petit garçon qui va enfin se réaliser. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit dans 2 semaines, mais il y aura une émission la semaine prochaine avec Jules et Joanie de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!